Et voici qu'arrive le Felixosaurus mimicicus, toujours aussi fier de sa démarche. Ça va et toi? Je dirais entre 15 et 20. Ça peut être moins, ça peut être moins. Ça veut dire c'est genre 2,8 et 3,4. Ouais, c'est ça. En fait, on était quand même dans la bonne idée. Ce qui pêche du coup, c'est quoi? Bonjour monsieur. Voilà. Après, moi, quand je fais du coup. Tu l'es chez moi. Il y a ça là, on a fait. Elle vient après ou pas? Je sais pas. Ouais, vas-y. Question intéressante que voilà. Intéressante, mais la réponse reste assez simple. Salut les égarés, et pardon pour ce rendu pitoyable des questions. Promis, la prochaine fois, on apportera un micro. Donc, la nage chez les dinosaures. Au regard de la plupart des vertébrés que nous connaissons, la quasi-totalité sait ou peut nager. Parfois quelques minutes et de manière peu élégante, mais ils nagent. Alors, si l'on compare l'anatomie des dinosaures avec celle des reptiles ou même des mammifères que nous connaissons, on se rend compte que le plan général d'organisation du corps est similaire d'un animal à l'autre, permettant au moins une capacité relative à la nage en fonction des espèces. Bien sûr, quand on parle de dinosaures nageurs, on va tout de suite penser aux fameux Spinosaurus rendus si populaires ces dernières années, mais aussi à des théropodes tels que nos deux petits raptors venus d'Asie dont nous avons parlé dans l'une des dernières vidéos. Cependant, il est loin d'être déraisonnable de penser que d'autres théropodes pouvaient traverser des cours d'eau, voire des bras de mer ou encore des zones marines peu profondes. Prenons l'exemple de l'Europe. Pendant longtemps, cette masse continentale n'a été qu'un archipel, et pour se nourrir en passant d'une île à l'autre, il aurait pu être fort probable que des dinosaures et d'autres animaux se soient mis à parcourir certaines distances à la nage. Nous avons des empreintes de théropodes au Portugal et en Amérique du Nord montrant une accession progressive à l'eau. On voit les traces de pas devenir moins profondes dans le sédiment et commencer à dévier pour certaines.
En Amérique du Nord, on relate des zones de bone bed, incluant des cératopsiens de type centrosaurinés. On pense que ces animaux devaient migrer, traversant des rivières ou des fleuves à la nage et se laissant malheureusement parfois surprendre par des crues ou autres événements. Chez les ancêtres de ces gros animaux, on trouve Coreaceratops, qui, par la forme de sa queue, a laissé certains scientifiques penser que ces animaux pouvaient s'en servir comme pagaie. De là à savoir si c'est véritablement le cas, rien n'est moins sûr. Enfin, il a été fait mention vers la fin du XXe siècle d'empreintes de sauropodes ne comportant que les membres avant, ce qui a laissé supposer aux chercheurs que ces gros animaux pouvaient emprunter des voies d'eau en laissant leur arrière-train flotter pendant que les pattes avant se mouvaient sur le sédiment. À voir si cela est envisageable et n'est pas un biais du registre fossile, car les animaux type Diplodocus ayant un cou positionné plutôt à l'horizontale auraient sans doute eu un peu de mal à maintenir leur tête hors de l'eau en cas de zone trop profonde. N'oublions pas que nos dinosaures actuels peuvent très bien se débrouiller dans l'eau. Vas-y. C'est quoi la vision binoculaire? Et est-ce que quel dinosaure on a? Selon la définition, la vision définie par l'utilisation synchrone des deux yeux d'un individu. Le terme binoculaire est la contraction du latin bini double et oculus œil. Ce mode de vision confère des atouts non négligeables au sujet. Elle permet entre autres un champ de vision plus large, chez l'homme par exemple environ 180 degrés, de repérer des objets émettant très peu de lumière, ou d'avoir une vision stéréoscopique afin de mieux appréhender les profondeurs et d'évaluer les distances. Dans la nature, on va retrouver certaines généralités proie-prédateurs, où nous aurons par exemple des oiseaux qui sont la proie d'autres animaux qui auront les yeux placés sur les côtés, ne conférant pas une vision binoculaire, mais leur permettant un très large champ de vision allant jusqu'à 360 degrés. On retrouve ça chez les chevaux, antilopes, buffles, lapins et bien d'autres, à contrario des prédateurs type aigle, chat, loup, serpent qui auront eux acquis cette vision binoculaire. Cependant, de très grands carnivores comme les cachalots, les orques ou encore les requins n'ont pas la capacité d'évaluer les distances grâce à la vision binoculaire, mais le sonar chez les uns et les récepteurs électriques chez les autres remplacent les yeux lors de la chasse. Aussi, d'autres animaux non prédateurs comme les primates ou des chauves-souris ont une vision binoculaire leur permettant de cueillir un fruit ou d'attraper une branche plus facilement. On a aussi les exemples des étourneaux et des caméléons capables de faire converger leurs yeux afin d'obtenir une vision stéréoscopique. Alors, chez les dinosaures non-aviens, qui avait ce genre de vision ? Eh bien, des prédateurs a priori. On connaît tous la vision binoculaire du T-Rex, et bien ses cousins les plus proches comme l'Etronax, qui est un des plus anciens tyrannosauridés connus, possédait également cette particularité. Des abélisores tels que Carnotaurus possédaient également cet avantage évolutif. D'autres proches de la branche des oiseaux comme les troodons l'avaient aussi. Ainsi, ces dinosaures carnivores bénéficiaient en plus d'une bonne ouïe et d'un excellent odorat pour certains, ou encore d'une vitesse de pointe impressionnante pour d'autres, d'une capacité à apprécier les distances et les champs de profondeur afin de fondre le plus efficacement possible sur leur proie et d'optimiser leurs chances d'accéder à une source d'énergie en dépensant le moins possible. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est la polyphalangie, d'où ça vient et à quoi ça amène dans l'évolution, s'il te plaît? C'est bon, c'est parfait. La polyphalangie apparaît en général chez des animaux adaptés à la nage. On ne parlera pas des poissons possédant des nageoires ou d'arthropodes possédant des uropodes ou des telsons, mais des différents mammifères ou reptiles possédant des palettes natatoires, c'est-à-dire des animaux ayant vu leurs membres chiridiens s'adapter à la nage. Les membres chiridiens sont les appendices locomoteurs munis de doigts que l'on retrouve chez les tétrapodes, et qui seraient eux-mêmes une évolution depuis les nageoires des sarcoptérygiens pisciformes. Chez les reptiles, on aura un premier retour à l'eau autour de 250 millions d'années, donnant des animaux tels que les ichthyosaures et plus tard encore les plésiosaures et autres mosasaures. Tous ces animaux dont les ancêtres sont retournés à l'eau vont avoir vu au fil de l'évolution leurs membres s'adapter à un mode de progression en zone pélagique, voyant en général une réduction des radius et cubitus, une articulation s'amoindrissant avec les phalanges, ainsi qu'une hyperphalangie, l'allongement des phalanges comme chez les tortues, ou une polyphalangie, une multiplication des phalanges sur les différents doigts. Les palettes ainsi formées sont aplaties et peuvent servir à la propulsion chez certains ou à l'équilibre d'une trajectoire chez d'autres. Chez les mammifères actuels, on trouvera les cétacés, les sirèniens, les pinnipèdes et les lutrinae, notamment possédant cet appareil locomoteur sous des formes plus ou moins dérivées. La polyphalangie, comme l'hyperphalangie, permet dans ce cas d'obtenir des membres plus longs et substantiellement plus larges, augmentant la prise à l'eau lors de la nage et donc d'augmenter les performances de ces animaux dont les premiers représentants sont secondairement retournés à l'eau à différentes époques.
Parfois, en plus d'une main ou d'un pied pentadactyle, comme on retrouve chez de nombreux animaux possédant des palettes natatoires, une polydactylie, donc une multiplication du nombre de doigts, va accentuer l'effet de taille des palettes et permettre d'obtenir des formes diverses et variées de ses membres locomoteurs. Alors, c'est quoi cet orifice au-dessus du crâne de Diplodocus? Le pire, c'est qu'il n'est pas le seul à posséder un tel cloaque. Mais quelle est donc cette béance? C'est tout de même assez incongru d'avoir un tel espace non ossifié juste au-dessus du cerveau. Eh bien, c'est l'orifice nasal. Mais alors, pourquoi ces trous placés si haut? Il y a longtemps, et jusqu'à pas si longtemps, les scientifiques plaçaient les narines charnues de ces animaux à long cou juste au-dessus des ouvertures, ce qui paraissait sans doute le plus logique. Il y a près de 100 ans, on pensait que cela leur servait à respirer lorsqu'ils étaient émergés, seul le haut du crâne ressortant de l'eau. Oui, parce qu'on a pensé à un moment que ça vivait comme ça. Mais de nouvelles idées ont fait leur arrivée récemment et des chercheurs se sont penchés sur la position des narines chez les dinosaures. Il est vrai que chez tous les tétrapodes connus, les narines charnues sont toujours placées vers l'avant du crâne, sauf exception de certains animaux pêcheurs ou des cétacés. D'ailleurs, les narines des oiseaux, les dinosaures actuels, se situent sur le bec, et celles des crocodiliens, plus proches parents actuels des dinosaures, sont bien placées au bout du rostre. Donc pourquoi les sauropodes n'auraient-ils pas eu les narines au niveau du prémaxillaire? Selon les paléontologues responsables des récentes recherches, il semble que si l'ouverture est au-dessus de l'endocrâne et que les narines sont placées plus en avant, cela permettrait une plus grande surface dédiée aux muqueuses servant dans l'olfaction et pourrait aussi contribuer au refroidissement de l'endocrâne et ainsi du cerveau soumis à une forte pression quant à l'arrivée du sang dans celui-ci après une traversée de quelques mètres de cou. Donc a priori, comme chez tout autre dinosaure, les narines charnues se situeraient bien à l'avant du crâne, mais dû à la petitesse du crâne par rapport à l'énorme corps de plusieurs dizaines de tonnes qui le suivait et à son métabolisme, le fait d'étirer les muqueuses jusqu'à l'arrière du crâne aurait été un avantage évolutif. C'est dangereux. J'aimerais savoir si les dinosaures sont réellement des animaux à sang chaud ou à sang froid. La fameuse question, celle que tout le monde se pose depuis des lustres. Celle remise au goût des médias depuis Jurassic Park et ses dinosaures ultra actifs et rapides. Ces animaux-là, les dinosaures, avaient-ils le sang chaud ou le sang froid? Si aujourd'hui on s'accorde sur le fait que les oiseaux et les mammifères sont des représentants des sangs chauds et que la plupart des autres reptiles et les poissons sont dites à sang froid, ces simples appellations cachent une chose un tout petit peu plus complexe. On va faire simple. Pour les animaux dits à sang chaud, on va parler d'homéothermie, c'est-à-dire la capacité de conserver une température constante malgré les variations au sein de l'environnement. Dans la plupart des cas, les animaux homéothermes sont également endothermes, c'est-à-dire qu'ils produisent leur propre chaleur, mammifères et oiseaux notamment. A contrario, les animaux dits à sang froid sont appelés poikilothermes, c'est-à-dire que leur température interne va varier en fonction de celle de l'environnement. La plupart de ces animaux vont également être ectothermes, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas produire leur propre chaleur, reptiles, insectes et poissons notamment. Il existe des variables, mais restons sur le simple. Pour nos chers dinos, il semble que beaucoup d'éléments tendent à faire pencher la balance vers une forme d'homéothermie endotherme, surtout chez les représentants les plus petits. La présence de plumes pourrait notamment être un marqueur secondaire allant vers une telle conclusion. Pour ce qui concerne les dinosaures plus gros, et plus particulièrement les sauropodes, on pourrait pencher vers une forme de poikilothermie endotherme, c'est-à-dire que chez eux, certes la température peut dépendre de celle du milieu externe, mais du fait de leur masse gigantesque, ils vont réussir à produire leur propre chaleur et donc de tout de même la garder constante. On parle aussi de gigantothermie. Des paléontologues disent même que si ces animaux étaient homéothermes endothermes, ils pourraient cuire de l'intérieur. En 2014, une étude nous parle de mésothermie chez les dinosaures comme chez les requins, une espèce d'entre-deux qui montre une croissance plus lente des dinosaures non-aviens et des premiers représentants des oiseaux comparés aux oiseaux actuels, mais qui permet d'emmagasiner une énergie supplémentaire pouvant être employée dans la chasse ou la fuite. En 2020, des relevés isotopiques dans des coquilles d'œufs de différents dinosaures, Maiasaura, Troodon et Magirasaurus, vivant près des régions froides, ont montré une potentielle homéothermie endotherme. Donc pour les dinosaures fossiles, savoir s'ils ont été à sang chaud ou sang froid trouve sa réponse dans probablement plus proche du sang chaud pour un grand nombre en tout cas.
Voilà pour cette vidéo les égarés, j'espère que ce voyage au cœur de la galerie de paléontologie et d'anatomie comparée du Muséum national d'histoire naturelle de Paris vous aura plu. N'hésitez pas à aller faire un tour au muséum, les tarifs sont attractifs, c'est gratuit pour les moins de 26 ans. Il y a toujours plein d'expos sympas, et si jamais vous désirez de plus amples infos pour vous la péter lors de votre prochaine visite, n'hésitez pas à me contacter. Et dites-moi également si jamais une petite visite en ma compagnie vous intéresse, je ne vis pas loin du musée. Sur ce, je vous dis à la prochaine, abonnez-vous, enfoncez le pouce bleu et laissez vos plus beaux commentaires, n'hésitez pas à aller sur les réseaux, les liens sont en description. Ciao! Ça va? Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Voilà.